Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina Medjeber, avant de donner la parole à Benoît Perrin de Contribuables et Associés? Est-ce que vous comprenez que le fait qu'on soit en situation de crise, le gouvernement cible uniquement ceux qui en ont le plus besoin, ou bien est-ce que vous dénoncez, comme beaucoup aussi le dénoncent, le fait qu'on a besoin du quoi qu'il en coûte, on a besoin d'aide et qu'on risque d'avoir un débordement comme les Gilets jaunes? Alors, je trouve que la solution dans ce contexte-là, de cibler de manière sectorielle des métiers qui sont plus consommateurs, on va dire, de matières comme le pétrole, c'est une bonne chose dans le contexte et dans la temporalité. En revanche, j'estime que c'est une manière de colmater les brèches, c'est une manière de poser des rustines sur ce qui n'a pas été fait depuis ce que François Fillon disait, c'est-à-dire un budget à l'équilibre. J'écoutais un économiste la dernière fois qui disait que les dépenses de fonctionnement de l'État ont augmenté de 23% depuis 2021. Les dépenses sociales, elles ont augmenté de 16% depuis 2021. Donc en réalité, c'est une très bonne chose, vu le contexte aujourd'hui, et je pense notamment aux chauffeurs routiers, aux agriculteurs et aux infirmiers libéraux, les auxiliaires de vie qui utilisent la voiture quotidiennement et qui voient ce prix du litre de pétrole à environ 2 € quand on gagne malheureusement, en tout cas moins que ce qu'on devrait dépenser en essence. Et je me dis, c'est une très bonne chose. Mais en réalité, il n'y a pas de politique qui a eu le courage de réduire drastiquement le budget de l'État, oui. de faire une réforme. 1,7 million d'élèves en moins d'ici 2035. Il y a des sujets anthropologiques qui ne sont jamais pris en compte pour établir une réelle politique de dépenses publiques et de réelles politiques publiques pour encourager la natalité, encourager les foyers, encourager la croissance, encourager le pouvoir d'achat. Et on est toujours là à se dire comment est-ce qu'on va essayer de réduire les coûts pour éviter l'anomie sociale ou la contestation populaire. On devrait d'ailleurs, Sabrina Medjeber sur Europe 1, apprendre aujourd'hui, selon des données d'Eurostat, que la France est sur le podium des pires pays de la zone euro pour les déficits publics, la dette publique, la dépense publique. On suivra ça de près. Benoît Perrin, vous êtes dans le studio d'Europe 1, directeur général de Contribuables Associés. Comment vous réagissez par rapport à ces aides? À la fois, on en veut de dire bravo, monsieur le Premier ministre, vous prenez en compte le fait qu'il n'y a pas d'argent, vous prenez en compte le fait que les caisses de l'État sont vides, vous ciblez les automobilistes qui en ont le plus besoin, les Français qui en ont le plus besoin. Et puis de l'autre côté, on a envie de crier, d'hurler, comme dit Sabrina Medjeber, de dire mais attendez, dépensez déjà un peu moins et donnez-nous un peu d'argent. Écoutez, quand j'ai écouté les annonces de Monsieur Le Cornu, j'ai pas pensé, ou en tout cas j'ai pas vu un plan carburant, j'ai vu un labyrinthe administratif. Et donc, grosse déception. Il suffit de regarder ce que font nos voisins européens pour avoir quelques idées. Nos voisins européens, qu'est-ce qu'ils font? Pour la grande majorité d'entre eux, ils baissent les taxes. Soit la taxe sur l'essence, soit la TVA. Donc, je veux dire à longueur de temps que c'est une solution de facilité. Alors oui, c'est une solution de facilité parce que c'est efficace, mais c'est une solution qui épouse une grande partie de nos voisins. C'est comme une bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour quand même certains Français, les grands rouleurs modestes pour lesquels on crée des aides ciblées qui sont évidemment provisoires, qui sont compliquées, sous conditions de ressources, de kilomètres, de profession, de distance domicile-travail. Mais on oublie quand même les classes moyennes. Qui, elles, n'ont droit à rien, elles travaillent, et malheureusement, elles n'auront droit à aucune aide. On oublie aussi les retraités modestes, qui, eux aussi, ont besoin de leur voiture, qui ont souvent lourdement travaillé, et qu'on n'aide absolument pas non plus. Donc, vous voyez, sentiment quand même assez partagé. J'ai l'impression qu'on tombe un peu dans les travers classiques de la France. Plutôt que de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire on baisse les taxes, et on trouve à côté des économies, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle usine à gaz. On crée une nouvelle usine à gaz, vous parlez de labyrinthe administratif. Écoutez, Maude Bréjon, elle était l'invitée de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews ce matin. Et elle explique que ces aides, les Français pourront en bénéficier uniquement au mois de juin. Écoutez-la. On a choisi une solution qui était pour nous la plus efficace. Soutien à l'activité, soutien aux Français les plus modestes qui travaillent et en même temps respect du cadre des finances publiques. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver. Encore une fois, on ne lâche pas les Français qui travaillent et notamment les plus modestes. On ne lâche pas les entreprises, je pense aux transporteurs, je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs qui ont besoin qu'on les aide pour pouvoir continuer à travailler.
Et en même temps, il y a une réalité qui est celle du déficit, qui est celle de la dette. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Alors là, Benoît Perrin. On ne peut que souscrire à ce qui vient d'être dit, mais la difficulté du raisonnement, c'est que le gouvernement refuse de s'attaquer à la dépense publique. Si le gouvernement a le courage de s'attaquer à la dépense publique, ce que font encore une fois nos voisins européens, eh bien, ils pourraient baisser les taxes. Sauf que comme c'est un dogme et qu'ils ne veulent pas y toucher, eh bien, forcément, ils doivent baisser les recettes vraiment avec doigté. Benoît Perrin sur Europe 1 et Sébastien Lecornu a demandé 6 milliards d'économies. Ouais. Alors, 6 milliards d'économies, il faut aussi, dans l'absolu, ça peut paraître important. Mais petit calcul tout bête, vous comparez les 6 milliards d'économies avec la dépense publique. 6 milliards, donc comparé à 1700 milliards, ça fait 0,3% de la dépense publique. Donc vous voyez, c'est minime. Et on ne parle même pas de baisse de la dépense publique. Si vous prenez les mots, et c'est aussi pour ça que malheureusement le Premier ministre s'inscrit dans ce qui est fait depuis 50 ans en France, c'est-à-dire qu'il est très précis sur la dépense publique. Donc là, il est très précis sur effectivement les aides qui vont être apportées. En revanche, sur les économies, eh bien là pour le coup, il est beaucoup plus flou. Et je vais même vous dire, il n'a même pas prononcé le mot économie. Il parle de gel. C'est-à-dire que gel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on gèle la dépense publique. Et au moment où on estime que, par exemple, la guerre aura pris fin ou qu'en tout cas, on peut relâcher un peu les cordons, eh bien, on dépensera l'argent qu'on a gelé. Il me semble que ça aurait été beaucoup plus courageux de parler d'annulation de crédit plutôt que de gel de crédit. Mais les mots ont une importance. Benoît Perrin, vous êtes en direct sur Europe 1. Je ne comprends pas pourquoi, pour rebondir sur tout ce qu'on dit depuis tous ces derniers mois avec ces discussions sur la dette, pourquoi cette réticence à réduire les dépenses de l'État? Pourquoi cette réticence à réduire le budget? Très rapidement, pourquoi effectivement les responsables politiques ont du mal à baisser la dépense publique? Simplement parce que leur objectif... Non, c'est pas du mal, Benoît Perrin. Enfin, pourquoi ils refusent? Ils refusent. Alors, pourquoi ils refusent? Parce que leur obsession, c'est d'être élus. D'accord ? La dépense publique, c'est quoi? C'est en fait de l'argent, c'est pas de l'argent qu'ils volent. C'est de l'argent qui finit toujours dans la poche d'un Français ou d'une entreprise française. Et donc, du coup, baisser la dépense publique, c'est donc dire à une partie des Français ou des entreprises, l'argent que je vous donnais avant, eh ben, je vous la donnerai plus. Je vous le donnerai plus. Et donc, du coup, c'est un risque politique pour un responsable que d'affronter une partie de la population et du coup de mécontenter une partie de la population. Je comprends bien. Donc, c'est des raisons politiques, c'est pas des raisons c'est des raisons de l'acheter, pour aller vite. Voilà. C'est plus des raisons de l'acheter que des raisons politiques. Pendant que je vous ai justement dans le studio d'Europe 1, j'en profite, il y a des pays européens qui osent le faire. Bien sûr. Il y a des pays européens qui osent le faire, je pense évidemment à l'Italie par exemple, mais il y a des pays qui, vous savez, dans le monde qui ont réussi effectivement à baisser considérablement leurs dépenses publiques, ce qui a d'ailleurs stimulé la croissance. Il faut quand même rappeler que le sujet, il n'est pas tant de se dire, c'est pas un sujet comptable. C'est ça. C'est juste que dans la course mondiale, il faut avoir un cheval compétitif. Et quand vous avez un cheval qui est obèse, en l'occurrence l'État, vous allez moins vite que les autres. Et donc du coup, vous stimulez moins la croissance, vous stimulez moins l'initiative privée, parce que ceux qui travaillent doivent financer. Donc l'argument de l'acheter ne tient pas. Eh bien, l'argument de l'acheter tient à court terme. Enfin, en tout cas, aux yeux des politiques, ça compte parce que l'objectif, encore une fois, c'est de ne mécontenter personne. En revanche, à long terme, effectivement, ça pénalise considérablement la croissance et donc la richesse finalement collective. Kevin, vous nous appelez des Yvelines, vous venez d'entendre Benoît Perrin en direct sur Europe 1, directeur général de Contribuables Associés. Comment vous réagissez lorsque vous voyez que l'État, les caisses de l'État sont vides, que l'État effectivement est très réticent et refuse à réduire ses dépenses et qu'on donne quand même des petits centimes quand même d'économie aux grands rouleurs? C'est mieux que rien? Alors moi, je suis en désaccord avec les propos de l'intervenant. De Benoît Perrin. Oui, tout à fait. Moi, je pense que justement l'État devrait, au lieu de dégraisser et faire des économies, parce que l'État, moi je considère que l'État c'est nous. L'État c'est pas une personne, l'État c'est tous les citoyens français. Donc c'est de l'argent qui nous concerne. Et si on fait de l'économie, comme j'entends, sur les budgets de l'État, les premiers impactés, ce sera nous, les gens de la classe populaire, les gens qui utilisent les services publics. Et j'entends souvent également parler d'économie. Moi, je parle plutôt d'augmentation de recettes de l'État, plutôt que de l'économie. On a une fraude fiscale de entre 80 et 100 milliards. Donc moi, je pense que le véritable problème, c'est ça. Moi, ce que je demande pour l'essence, là, c'est pas forcément des chèques ou de l'aide. Moi, je voudrais que l'État français soit fort devant le marché financier, devant l'économie. Et aujourd'hui, nous avons que des politiques, que ce soit
de Hollande, Sarkozy à Macron, qui sont totalement soumis au libéralisme et au marché financier. Il faudrait faire, pour moi, un blocage de prix directement à la pompe et pas des baisses de TVA. Parce que baisse de TVA, comme le propose le RN, ça nous impacte nous les citoyens français. Parce que cet argent-là nous revient à nous dans les services publics. Réponse de Benoît Perrin. Merci beaucoup Kevin de nous avoir appelé des Yvelines et merci d'avoir partagé ce regard où il dit que baisser effectivement les dépenses, c'est ce que vous disiez, c'est l'argument de l'acheter en fait que vous disiez, c'est-à-dire que ce sont nous qui sommes impactés et il dit qu'il vaut mieux peut-être bloquer les prix à la pompe au lieu de baisser la TVA. Merci Kevin. Alors votre auditeur a raison quand il dit que si on baisse la dépense publique, il y a forcément des Français qui vont être mécontents. Moi, ma conviction, c'est qu'il y a une partie effectivement des Français qui ne méritent pas toujours l'argent qui leur est attribué, notamment dans la sphère sociale, tout simplement. Et je ne parle pas des plus modestes. Je parle d'un certain nombre de Français qui effectivement ne travaillent pas alors qu'ils pourraient travailler. Fraude, évidemment. Donc une partie des hauts fonctionnaires qui touchent des salaires monstrueux alors que c'est pas toujours mérité. Des anciens élus qui touchent aussi de l'argent ou en tout cas des droits qui leur sont attribués alors que franchement quand vous quittez par exemple votre entreprise vous avez droit à rien. Donc vous voyez c'est tout ce gaspillage qui me semble être utile de couper. Et c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont avancées. On parle notamment du blocage des prix, mais le blocage des prix, c'est typiquement, me semble-t-il, d'apparence une bonne solution, mais dans les faits, ça l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous faites un blocage des prix, en fait, vous organisez la pénurie. Pourquoi ? Ah bon ? Parce que quand vous avez affaire à des vendeurs de carburant, dans un pays, dans les prix sont bloqués, et bien évidemment, donc leurs marges sont réduites. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Et bien évidemment, ils vendent leur carburant dans les autres pays. Donc autrement dit, vous organisez la pénurie. Vous savez, il y a des exemples internationaux de blocage des prix. Ça se termine toujours par de la pénurie parce que les producteurs préfèrent vendre ailleurs que dans les pays. Selon vous, Benoît Perrin. Donc la seule solution, c'est la baisse des taxes. Encore une fois, on en revient sur le même sujet. Si on refuse cette baisse des taxes, eh bien, on s'oriente vers effectivement soit des solutions d'une complexité administrative sans nom, soit des solutions qui vont générer une pénurie. Benoît Perrin sur Europe 1, directeur général de Contribuables Associés. Bonjour Marie, vous nous appelez du Calvados et pour vous, avec ces aides au compte-gouttes, le gouvernement méprise les Français selon vous? Mais, moi, mon problème, si vous voulez, c'est que je n'admets pas qu'on me fasse, qu'on me donne un pourboire, une aumône. Non. Je voudrais qu'on me laisse libre de travailler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne qui travaille, c'est une force. Mais on a tous des entraves, trop de charges, trop d'impôts, trop de complexité, trop d'administration, etc. Et par contre, l'État ne se remet jamais en question. C'est-à-dire qu'il y a une quantité industrielle de dépenses inutiles avec l'argent des Français. C'est pour ça Kevin, il a de bonnes intentions, mais faut qu'il aille dans l'ancienne Union soviétique, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Quand une entreprise se demande chaque fin de mois comment elle va payer les charges de ses salariés, vous imaginez bien que ça ne peut pas fonctionner. Il faut libérer les forces vives du pays. Il faut évaluer chaque centime dépensé. Et on n'évalue pas les politiques publiques. L'argent est dépensé sans qu'on sache si ça sert à quelque chose. Je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on évalue les politiques publiques, c'est le rôle des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. Ensuite, les commissions d'enquête sont critiquées. Donc, je ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant ce que vous dites absolument, ma chère Marie. Par contre, mais vous comprenez, on est un des pays où les charges sociales sont les plus élevées. Oui. Mais à l'heure de la robotique et de l'intelligence artificielle, si on ne réfléchit pas aux charges sociales, mais les gens qui ont des petites qualifications, etc., ils vont devenir totalement inutiles d'ici à 5 ans. Donc, s'ils coûtent 70% de charges sociales, ils sont foutus. Alors, toutes ces évaluations, personne ne les fait. Par ailleurs, la concurrence, si vous voulez, est telle entre nos voisins que ce soit qu'on ne se rend pas compte qu'on va droit dans le mur. Je vous dis encore une fois, moi, j'ai toujours pensé, au lieu de faire un
ministère du temps libre comme a fait Mitterrand, faire un ministère du gâchis, des évaluations de la dépense, est-ce qu'elle est judicieuse ou pas, et en plus introduire de la flexibilité dans le travail, parce que quand les gens ont par exemple 50, 60 ans, ils ont beaucoup travaillé, ils aimeraient bien peut-être faire un mi-temps, peut-être travailler 2 jours, etc. J'ai entendu l'autre jour chez Elliott Deval une dame qui avait travaillé toute sa vie, qui s'appelait, je crois, Nadia, qui ne pouvait pas, qui renonçait à se chauffer et à se nourrir correctement. Bon, alors on a une générosité extraordinaire pour les gens qui débarquent en France, qui viennent de la Lune ou d'ailleurs, mais les travailleurs français qui ont cotisé, alors là, ceux-là, je vais être vulgaire, mais je pense qu'ils peuvent crever. Et ça, c'est choquant. C'est choquant. Alors, je pense que avant d'être généreux avec tout le monde, comme c'est suggéré par la politique européenne, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et les gens qui ont cotisé, les gens qui ont payé pour leur retraite, qui ont payé pour leur sécurité sociale, ont moins d'avantages que les gens qui n'ont jamais contribué. Donc notre modèle social, il ne tiendrait debout, parce qu'il ne tient plus debout, mais il ne tiendrait debout que si on réfléchissait en termes, je ne parle même pas d'égoïsme, mais juste de légitimité, de profiter de ce modèle social. Et votre auditeur tout à l'heure, il m'a sidéré, Kevin, quand il veut bloquer les prix, il reprend le slogan de Hollande, mon ennemi c'est la finance, mais il ne faut pas oublier que sans les marchés financiers, on ne pourrait plus payer nos fonctionnaires. Et de plus, si les bénéfices des grandes entreprises du CAC 40 servaient à financer nos retraites avec un autre système que le système actuel, eh bien Kevin serait content de voir que quand la bourse monte, parce que sur le long terme, la bourse c'est toujours gagnant, eh ben, il serait content de voir que sa retraite serait garantie par les marchés. Merci. Donc il faut arrêter d'avoir un raisonnement digne du 19e siècle avec la lutte des classes sans fin. C'est fini tout ça. Merci ma chère Marie. Et effectivement, à chacun son avis au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Merci infiniment pour ce témoignage de Marie, cette vision économique de la France depuis le Calvados. Benoît Perrin, peut-être un dernier mot pour conclure, parce que là on a commencé par le biais effectivement de ces 20 centimes pour les Français les plus modestes, et là Marie, elle a élargi en expliquant que effectivement, il y a des Français qui ont faim. Il y a des Français qui ont froid, il y a des Français qui ne peuvent pas y arriver. Et là, lorsqu'on voit effectivement ces 20 centimes qui sont donnés, à la fois on peut se dire, oui, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des politiques plus strictes pour pouvoir aider les Français au quotidien? C'est vrai qu'on en est là. Alors, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que le système de protection sociale, c'est même pas qu'il ne va plus tenir debout, c'est qu'il ne tient déjà plus debout, puisqu'il est financé en grande partie par la dette. Ensuite, il faut bien comprendre que ce modèle social est considéré, me semble-t-il, à raison, par un certain nombre de Français comme étant un système de protection qui est injuste, notamment parce que il est en quelque sorte nourri d'un certain nombre de prestations non contributives. C'est ça, c'est ce qu'elle a souligné, Marie. Français, de bénéficier d'aide alors qu'ils n'ont pas cotisé. Voilà. Et ça, le c'est mot cotiser. Et ça, c'est un sentiment. Ça révolte. Voilà, ça révolte beaucoup de Français. Oui. Et vous savez, les prestations. Vous avez cotisé, vous êtes aidé. Vous n'avez pas cotisé, vous n'êtes pas aidé. Ça révolte. Voilà, exactement. Et en fait, le problème en quelque sorte du système de protection sociale français, c'est qu'il y a beaucoup d'aides justement qui sont non contributives. Et enfin, dernier point, dans un pays qui s'appauvrit, ce sentiment d'injustice se manifeste d'autant plus. On voit bien que la difficulté de la France, c'est qu'on a un pays qui croît de manière moins rapide en fait que les autres. Et donc du coup, on a un appauvrissement des Français, surtout quand on se compare aux pays étrangers et aux autres pays, pardon. Et donc du coup, on a un modèle de protection sociale de pays riches, parmi les pays riches. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays pauvre parmi les pays riches. Et ça, il faut le dire aux Français, on n'a plus les moyens de se payer
un modèle de protection sociale si généreux, surtout dans un pays qui malheureusement a une croissance qui est affaiblie et qui ne produit pas assez. Benoît Perrin, de contribuables associés en direct sur Europe 1. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans, de 2004 à 2024, passant de 155 000 à 465 000 bénéficiaires, ce qui atteste la dynamique globale de l'immigration irrégulière, page 140 du livre de notre ami qui est dans le studio d'Europe 1, Nicolas Provost-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, publié chez Fayard. Merci beaucoup Benoît Perrin pour votre présence. Merci infiniment.